Imaginé par Binge Audio. Pour ce troisième épisode, on va partir d'une date. Le 7 janvier 2015, c'était le jour des attentats à Charlie Hebdo. Vous vous en souvenez ? Je crois qu'on se souvient tous de là où on était ce jour-là. Le 7 janvier, c'était aussi le jour de l'anniversaire de Luz, dessinateur à Charlie Hebdo depuis 20 ans, et qui a ce jour-là réchappé aux attentats parce qu'il avait fêté son anniversaire et qu'il est arrivé à la bourre. Et puis le 7 janvier 2015, c'était aussi, et ça a de l'importance pour la suite de notre histoire, le jour de la sortie du roman Vernon Subutex. Alors après le 7 janvier, on l'imagine, la vie de Luz a radicalement changé. Il a laissé derrière lui Paris, son travail, la musique, et il a commencé une vie recluse, sous protection policière. Il a fait preuve d'une grande vitalité. Il a beaucoup dessiné, créé, il a sorti plusieurs bandes dessinées majeures, Catharsis, Indélébile, Hollywood Menteur, et puis il s'est attaqué à Vernon Subutex. Et si son adaptation aujourd'hui est si bouleversante, c'est parce qu'il y a injecté ses gouffres, ses fantômes, ses envies. Dans cet épisode assez bouleversant, je vous préviens, il sera question de sublimation, d'amitié, d'entrer en contact avec les morts, de foi et de collectif. Vernon est sorti le 7 janvier 2015. Une journée un petit peu bizarre, qui a été une journée bizarre pour pas mal de gens. Moi, je sais où j'étais ce jour-là, même si je suis pas très sûr de savoir exactement où j'étais ce jour-là. Je pense que j'étais un petit peu ailleurs, comme plein de gens étaient ailleurs, même dans ce mercredi-là. Toi, t'étais où ? Le mercredi à midi à peu près, j'étais au Monoprix qui apparaît dans le bouquin d'ailleurs, et j'ai acheté des trucs pour faire une galette le soir même, parce que c'était le jour de la sortie du livre et j'avais invité des gens à tirer les rois. Et j'étais chez Monoprix, c'est là que j'ai reçu le premier texto d'une copine qui s'appelle Gilles, qui me parlait de Charlie. J'ai pas compris tout de suite de quoi elle me parlait. Et après, dans la queue, j'ai vu que d'autres gens parlaient de Charlie. Et là, j'ai commencé à mieux regarder dans mon téléphone et à comprendre. Et là, je suis rentré, j'ai passé la journée ici, à la maison. C'était la première fois que je faisais un truc, que je passais une journée sur Internet, sur Facebook exactement, avec tous les trucs qui passaient au noir, petit à petit, tous les profils des gens, et que les choses, on les comprenait au fur et à mesure sur Facebook et en se téléphonant les uns les autres, quoi. C'est le souvenir que j'ai. Et le soir, du coup, on s'est effectivement retrouvés ici, après le rassemblement à République, parce que j'habite pas loin, et on était finalement une vingtaine, et c'était une journée particulière. Et je me souviens évidemment, j'ai pensé à toi, parce qu'on n'arrivait pas à imaginer les gens qu'on connaissait, même de loin, dans cette situation. Et c'était pas particulier pour nous comme ça l'a été pour toi, mais c'est vrai que ça a été une journée pour... je connais personne, c'est même plus fort que le 11 septembre pour des Français, quoi. Ouais, mais en même temps, je me dis, moi, j'ai eu du mal à vivre cette journée de manière absolue. Je l'ai vécu en apesanteur, cette journée. Par contre, j'ai vécu de manière plus précise le 13 novembre. Toi, t'étais où le 13 novembre ? J'étais à Barcelone. T'étais à Barcelone ? J'étais à Barcelone, et c'est Paul qui m'a envoyé le premier texto de qu'est-ce qui se passe, et c'est là que je me suis branché. Je sais plus qu'on regardait un truc sur une série, quoi. Et là, c'est avec Paul, et là, pareil, ça a recommencé à... C'était moins sur Internet, parce qu'on avait cherché des trucs radio, on avait du mal aussi à comprendre ce qui se passait. C'était une nuit pareil, au sens d'une nuit de téléphone, message WhatsApp, message encore sur Facebook. Et toi, t'étais où le 13 novembre ? Moi, j'étais pas du tout à Paris, et j'ai passé ma soirée avec ma femme qui était enceinte, juste à côté de moi, et à essayer de chercher les gens que je pouvais connaître, qui pouvaient être au Bataclan. Et finalement, j'ai trouvé personne, heureusement, qui a été touché précisément au Bataclan, alors que
Alors, tout bêtement, parce que la plupart des potes que je connaissais ou des copines que je connaissais étaient au Festival des Inrocks. Parce que forcément, à force d'écumer les salles de concert, les festivals, il y avait forcément des gens que j'avais peut-être même dessinés qui avaient été au Bataclan. Et en fait, au final, c'était presque étonnant d'être dans cette situation-là, d'être dans celui qui va en quête des nouvelles des autres, plutôt que d'être celui aux nouvelles desquelles on va, en fait. Quelque part, ça m'a rassuré, ça m'a peut-être rapproché de ce que beaucoup de gens ont vécu le 7 janvier. Et cette date, elle a changé ta vie d'une façon radicale ? Laquelle, le 7 ou le 13 janvier. Le 7, oui, ça a changé ma vie de manière radicale, parce que plus rien n'aurait été de la même manière après. Parce que j'avais déjà vécu sous protection pendant pas mal d'années avant, mais là, pour le coup, il y avait autre chose qui se passait. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais sous les sunlight d'une grande inquiétude mondiale. Alors que, en fait, être un dessinateur, c'est être dans sa chambre et dessiner des conneries et d'être finalement dans une grotte et d'être oublié. Et tout d'un coup, il y avait l'impossibilité d'être oublié. Ça, c'est quelque chose qui est depuis devenu insupportable. Moi, mon but dans ma vie, c'est d'être un dessinateur normal, un dessinateur dont on a oublié le fait que j'ai été à Charlie, le fait que j'ai été témoin ou rescapé, etc. de ce 7 janvier. C'est assez étrange parce que dans un monde où tout le monde cherche à être identifié, à être... comment dire, dans un monde de réseaux sociaux où on fait la promotion de soi-même, la promotion de son ego, moi je cherche au mieux, pour vivre au mieux ma vie, d'être extrait de tout ça. Malgré tout, je fais un boulot qui est un boulot presque public, qui est un boulot où je raconte finalement un petit peu ma vie. Parce que même dans Vernon, je raconte un petit peu ma vie. Même dans Subutex, je parle un petit peu de moi. Donc comment parler de soi en étant oublié des médias ? C'est assez difficile. Pour faire Vernon, je suis arrivé avec déjà 25 ans de travail de dessinateur. J'ai eu peut-être même la chance de creuser quelque chose que je n'avais pas creusé avant. Peut-être pas forcément la chance, mais j'ai eu la possibilité de creuser la perdition, j'avais jamais vécu forcément la noirceur. J'avais vécu que la noirceur du papier qu'on noircit, de la page blanche qu'on noircit, parce que c'est la base de tout dessinateur. Et Vernon, il tutoie le gouffre. C'est un type qui accepte la possibilité d'être aussi dématérialisé que la musique l'est en ce moment. Et moi, quelque part, je me suis confronté à cette dématérialisation parce qu'à un moment donné, j'ai pu être rien, et rejoindre le néant que j'ai toujours convoité, en fait. Moi, je suis un type qui convoite le néant. Peut-être que c'est pour ça qu'on dessine, c'est juste pour remplir une page blanche et pour convoiter une forme de néant, ouais. Vernon est là pour non pas me confronter par rapport à un drame, mais pour être au plus proche de ce que j'ai laissé derrière moi. Laissé derrière moi, c'est-à-dire Paris, c'est-à-dire aussi la musique. Moi, je passe mon temps depuis 5 ans à essayer de chercher la possibilité de dialoguer avec les gens, de dialoguer avec le collectif. C'est pour ça que moi, je vois cette collaboration avec Virginie comme une quintessence de ma quête personnelle. Comment faire en sorte qu'une œuvre sorte d'une amitié absolue. C'est la seule personne que je connais qui a autant de foi en les autres. Aussi peut-être parce que je connais ta foi dans une personne qui avait ta foi dans Daniel Dark, c'est une manière d'avoir une foi en soi-même. Non mais t'es la personne la plus positive que je connaisse, vraiment, mais vraiment. Si je devais m'accrocher à une espèce d'encre empathique,
tu serais mon encre empathique. Mais absolument. C'est assez étonnant par rapport à ce qu'on imagine de toi, à quel point tu es en proposition des autres. Ouais, c'est vrai. Je sais pas quoi dire. Je sais que j'ai une vitalité, ouais. Et cette vitalité, c'est que j'aime bien les gens. Ça me manquerait qu'ils soient plus là, même étant comme ils sont. Et ça m'intéresse d'essayer de comprendre comment ils sont, étant comme ils sont. Et je me dis, ça me paraît évident qu'il est possible, les choses étant aussi mal engagées, je vois pas ce qui interdit qu'elles s'engagent mieux. Enfin, tu vois, je me dis, il y a des trucs, il y a des choses où je suis positive, optimiste. Je me dis, je vois pas pourquoi il serait absolument impossible que demain, on se dise, on arrête la fabrication d'armes complètement partout. Ça paraît aberrant et en même temps, je me dis non, franchement, pourquoi pas ? On a vu des choses tellement folles arriver, des choses tellement extraordinaires dans le mal. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on se dirait pas justement, hop, c'est la fin du patriarcat. Une fois que tu as vu arriver Internet, toi, et ce chamboulement total de tout qui est Internet, tu dis si l'intelligence humaine collective, on est capable de ça, bon, pour en faire ce qu'on en a fait, mais quand même de ça, ce truc fou qui est arrivé dans nos vies, pourquoi est-ce qu'on serait pas, toi, les gens de l'âge de ta fille, seraient pas capables après-demain de dire, on arrête, il y a le patriarcat tel qu'on connaît, on l'a fait, binzer, done that, on va faire autrement autre chose. C'est tellement pas compliqué par exemple, ce truc simple de se dire les armes, c'est fini et on ne résout plus les problèmes en s'entretuant, on définit plus les frontières en s'entretuant, on résout plus les problèmes en tirant sur les foules, on arrête ça, on fait autrement. Ça me paraît absolument pas plus aberrant que des choses qu'on a vu arriver. Et c'est vrai que là-dessus, je sais que il faut de l'optimisme pour continuer à croire que ça c'est possible. Ouais. Puis que on doit écrire des choses aussi qui sont porteuses d'idées, et j'en avais vraiment envie. Et en vérité, Vernon, il y a quelque chose de l'échec, au sens où je me suis dit qu'est-ce qui pourrait se passer de génial entre ces gens, et je suis allé aussi loin que je pouvais. Et la vérité, c'est que c'est vrai que ça, assez vite, je me suis ramassé. Enfin, il faut dire, j'ai écrit le 3e tome justement avec le 13 novembre en plein milieu, malgré mon grand optimisme. J'ai eu du mal à, prendre mon élan et continuer je me suis un peu ramassé, mais j'ai un désir d'envoyer dans le monde des histoires à la fois réalistes, à la fois ce que je vois des choses, elles sont pas toutes reluisantes, quoi. Mais aussi, j'ai un désir d'envoyer dans le monde des choses qui soient aussi positives, quoi. Donc, j'aime bien le côté dans Vernon, et que toi, tu vois vachement de possibilités d'histoire collective. C'est une histoire de gens qui sortent de chez eux. C'est une histoire de gens qui sont enfermés chez eux, physiquement, dans leur petit territoire, mais aussi dans leur pensée, dans une espèce de ressassement tout le temps, chacun de ses obsessions, de ses haines, ses hostilités, ses refus, et qui, petit à petit, leur monde se fissure, et ils vont dehors, et ils sont ensuite ensemble, quoi. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie et j'aime vachement que tu le sentes, ça. Et c'est vraiment tout le temps une tension chez Vernon d'essayer de rester en contact avec les morts. Et ça, je trouve que c'est une des choses que tu mets en image, quoi, le plus magistralement. Comment est-ce qu'on communique avec ce qui n'est plus là, ceux qui ne sont plus là et ceux qui n'est plus là. Et c'est tout le temps une tentative dans tes pages, et c'est là où tu trouves le plus de solutions, et où là, effectivement, ça relève de la foi. Il y a des moments où ça tape en vérité, on n'est pas totalement séparés les uns des autres, les morts et les vivants, on l'est. Et encore une fois, j'ai encore un peu de lucidité, mais il y a quelque chose, on n'est pas si séparés que ça, je trouve. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd un boulot ? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd, quand on a un deuil, ou même quand on perd un amour ? Tout d'un coup, on sombre dans une forme d'irrationalité. On rentre dans un fantastique qui est dont on ne sait pas quoi faire, en fait. Et moi, j'ai une chance incroyable, c'est d'être un dessinateur, c'est de pouvoir sublimer. Voilà, ce gouffre, cette question, cette angoisse du fantastique qui rentre dans ta réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Moi, je peux le dessiner. Moi, j'ai fait des bouquins pour dessiner. C'est pour ça que moi, je suis pas partie prenante dans le procès de Charlie, parce que j'en ai pas besoin. Parce que moi, j'ai fait des bouquins pour faire le deuil. J'ai fait des bouquins pour aller ailleurs. C'est vraiment fou d'imaginer que le dessin n'est pas quelque chose d'essentiel dans l'éducation des enfants, plutôt que l'économie. Je me dis peut-être que de proposer aux gamins d'avoir 3 heures de dessin par jour, ça les aidera plus à vivre, à affronter le monde d'aujourd'hui, parce que ça leur permettra un petit peu plus de sublimer aussi les problématiques qu'ils vont rencontrer.
L'économie, on s'en bat les couilles de l'économie. Par contre, un petit peu de jouer d'un peu de flûte, de faire 3-4 dessins, ça va peut-être aider des gosses qui vont probablement, à l'âge adulte, s'en prendre plein la gueule. T'es quelqu'un aussi qui a une vitalité extraordinaire parce que c'est étonnant, maintenant que je te connais vraiment bien, à quel point justement ta volonté de vivre après le 7 janvier entier, une vie entière, elle est super étonnante aussi. Je connais pas d'autres personnes qui aient vécu, je connais que toi qui as vécu ce que tu as vécu, mais il me paraît que tu as une capacité de reconstruction, de construction et de croyance en ce que tu fais et en ce que sont les choses et en ce que sont les gens aussi. C'est pas très éloigné de ta vitalité à toi. Aussi, c'est con, mais t'as vécu un viol, t'as vécu une reconstruction, pas forcément quelque chose qui est de l'ordre de la reconstruction, comme si je me reconstruis par rapport à un viol. Non, t'as avancé par rapport à ça. Oui, mais c'est rare. Oui. Et ça fait partie des choses... c'est peut-être des choses très communes. C'était comment on avance malgré quelque chose qui nous tombe dessus, et comment quelque part on fait pas avec, on fait par-dessus. Et il y a quelque chose d'assez étrange. Moi, c'est bizarre parce que... Enfin, c'est pas bizarre, mais moi, je suis un mec qu'on a poussé toute ma vie dans le clan des mecs. Et quand tu t'intéresses à la vie des meufs, quand tu t'intéresses au clan des meufs, tu te rends compte que... moi, je me suis rendu compte que mes copines ont été violées, ma meuf a été violée, ma mère a été violée, et je veux pas être dans le camp de ceux qui sont des violeurs. Et je cherche à être autre chose, à vivre une vie différente, à vivre un clan différent, à vivre hors du clan, ou peut-être vivre une vie... Peut-être que finalement, ce qui m'est tombé dessus a été une manière aussi de me rapprocher de ces sœurs-là. Sœurs, femmes et mères. Et parfois, ça arrive. Parfois, tout d'un coup, il y a un événement, ou parfois, il y a l'événement de quelqu'un d'autre qui fait que tout d'un coup, vous vous sentez entier. Moi, je me suis senti entier, pas forcément par le 7. Moi, je me suis senti entier quand ma mère m'a dit qu'elle avait été violée, en fait. Pourquoi ta mère t'a dit ça ? J'en sais rien. Ok. J'en sais rien. Parce qu'un jour, c'était un jour où j'étais avec les flics, où il y avait tout un contexte très difficile. Et je voulais pas voir les voisins. Je voulais juste pas voir les voisins. Et les voisins sont venus et je leur ai reproché d'avoir fait intervenir ces moments assez simples pour eux dans ma vie privée à moi. Et j'étais un sale con, j'ai hurlé, je les ai insultés. Et le lendemain, elle a haché l'affaire, je ne sais pas pourquoi. Elle s'est dit que peut-être que c'était le moment d'en parler. Et voilà, c'est une vieille dame qui dit, en tant que vieille dame, à son fils qu'elle a été abusée quand elle était mineure. Et à ce moment-là, je me suis dit que tout ce que je pouvais vivre avait peu de sens par rapport à ce qu'elle avait vécu, en fait. Mais et elle avait vécu les choses en serrant la dent jusqu'à maintenant, et peut-être qu'il était possible qu'à un moment donné, qu'elle puisse parler de ce qu'elle avait vécu, parce que moi j'avais vécu quelque chose qui était similaire. Pas similaire dans le ressenti, dans le corps, mais similaire dans le fait que c'était difficile à en parler avec les autres. Et donc voilà, j'étais juste la bonne personne à ce moment-là. Mais je sais que mon père savait.
Et tout le monde n'a pas la possibilité de faire des bouquins, de faire... voilà, ma mère, c'est une ancienne coiffeuse. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire de tout ça ? Je pense que je suis la deuxième personne, à part son mari, avec qui elle a pu parler de ça.